Ça fait longtemps que j'ai envie de te partager mon évolution concernant ma vision de ce que c'est qu'être un homme et de ce que c'est qu'être une femme, le rapport entre les deux, d'où je viens et où j'en suis aujourd'hui dans ce cheminement. Une chose est sûre, je n'aurais jamais pensé que ma petite histoire personnelle faisait partie d'un plan bien plus vaste qui utilise une vision bien particulière pour atteindre un but qui est ignoré par beaucoup d'entre nous. Dans cette vidéo, je vais te partager ma pensée et mon évolution sur ma vision de ce que c'est que d'être une femme, qui est très liée avec le féminisme. Je le fais jamais, mais là je vais vraiment te demander, s'il te plaît, de regarder la vidéo jusqu'au bout. C'est très important parce que tu vas comprendre que ce n'est qu'en fait qu'une introduction à un sujet qui est encore plus profond. Bien sûr, l'espace commentaire est là pour qu'on puisse continuer d'échanger, que tu puisses me donner ton avis et me partager ton expérience. Et dernière chose, ça fait longtemps que je te l'ai pas dit, s'il te plaît, pense bien à mettre un j'aime à la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche. Avant que je te raconte pourquoi je ne suis plus féministe, il faut déjà que je t'explique comment je le suis devenue. Et ça se résume en un mot, Instagram. Oui, c'est Instagram qui m'a véritablement fait connaître le féminisme et adhérer à ses idées. Évidemment, cette adhésion ne sort pas nulle part et je pense que j'avais déjà à peu près tous les prérequis pour être complètement dedans. J'avais déjà des pensées très arrêtées sur le fait que, par exemple, je considérais que les hommes en faisaient beaucoup moins que les femmes concernant la vie de famille et la gestion du foyer. J'ai toujours détesté les réflexions que les hommes pouvaient faire dans la rue parce que je considérais que c'était pas de la drague, mais vraiment juste pour t'embêter. Et pour donner un dernier exemple, je trouvais complètement injuste qu'un homme et une femme ne soient pas traités de la même manière quand il s'agissait du nombre de partenaires qu'ils aient pu avoir ou encore la façon de s'habiller. Et d'ailleurs, je suis rentrée, on va dire, de manière plus officielle dans le féminisme par un compte Instagram qui parlait de sexualité féminine d'un point de vue féministe. Et après, l'algorithme a fait son travail et j'ai suivi de plus en plus de comptes féministes. J'avoue que c'était pas un sujet hyper important pour moi, c'est plus dans ma façon de réfléchir et dans ma perception des choses que ça m'a de plus en plus influencée. Et je pense que c'est aussi dû au fait que dans ma compréhension du féminisme, en fait, c'était simplement l'égalité entre l'homme et la femme, ce qui me paraissait complètement normal. Parce que c'est cette lutte pour l'égalité entre les deux sexes que les femmes ont le droit de vote, que les femmes ont le droit de porter des pantalons, que les femmes puissent travailler à l'extérieur de leur foyer, ou encore qu'elles puissent avoir un compte bancaire sans l'accord d'un père ou d'un mari. Des choses qui aujourd'hui paraissent complètement banales. Donc oui, je disais à l'époque, merci les féministes, parce que c'est grâce à vous qu'on a tout ça. Et comme je disais, c'est surtout dans mon comportement et dans ma façon de voir les choses que, avec le recul aujourd'hui, je vois en fait l'impact du féminisme. Bien sûr, je considérais pour la répartition des tâches comme pour les dépenses que ça devait être du 50-50, mais ce que je vois de plus grave aujourd'hui, c'est par rapport à mon attitude envers les hommes et au fait que j'avais un côté très facilement à chercher à dominer, voire un comportement de castratrice. J'avais une sorte d'alarme féministe qui s'enclenchait un peu pour tout et pour rien, et même pour des choses que j'avais envie de faire, cette alarme s'enclenchait et du coup je ne faisais pas certaines choses sous prétexte que ça participait à une inégalité ou une injustice ou à une vision trop traditionnaliste et sexiste du rapport homme-femme. Autant quand c'était des hommes, j'avais tendance à être vraiment sur le qui-vive, à absolument vouloir tout faire pour ne pas correspondre à ce que je croyais qu'ils voulaient de moi, c'est-à-dire être à leur service. Mais autant pour les femmes, je voulais à tout prix être à leur service, j'étais toujours la première à vouloir aider, etc. parce que c'était des femmes. Donc comme tu as pu le remarquer, en fait, ma connaissance du féminisme, elle est vraiment restée dans le cadre des réseaux sociaux et particulièrement d'Instagram parce que j'étais que dessus. Pas vraiment chercher à creuser plus que ça ce mouvement, à le comprendre, etc. Mais au fil du temps, je trouvais qu'il y avait une idée qui revenait de plus en plus, en tout cas que je voyais de plus en plus, qui était cette idée qu'on n'a plus besoin d'hommes. Je me souviens d'un commentaire vraiment qui avait dit ça de manière très explicite, je ne sais plus trop pourquoi c'était, mais voilà, ce truc de on va faire ça, comme ça, littéralement, on n'a plus besoin d'hommes, c'est limite sur Terre, quoi. Et moi, ça m'a énormément dérangé de lire ça, parce que je me suis dit, comme moi j'étais restée dans cette idée que le féminisme, c'est vouloir l'égalité entre l'homme et la femme, il est hors de question que ça vire en les hommes servent à rien, ou ce truc-là. Même s'il est vrai, en le disant, que j'avais quand même une idée sous-jacente comme ça, ou que ce soit voilà dans les tâches ménagères, etc., l'organisation, de manière générale,
j'avais quand même cette idée-là en toile de fond, mais c'était pas dans l'idée que c'était vers là où on devait aller, c'était plutôt dans une critique des hommes qui doivent avoir une place et ne pas être effacés. Même avant que je m'intéresse au féminisme, j'avais déjà commencé en fait ce processus de reconnexion à l'Afrique, notamment par sa culture. Et c'est vrai qu'il y a une chose qui revient très rapidement quand on s'intéresse à la culture et aux cultures africaines, c'est le matriarcat. C'était un discours qui ne pouvait que m'intéresser parce que justement un des combats des féministes, c'est le patriarcat. Donc je suis dans une démarche de compréhension de ce que c'est que le système matriarcal, en tout cas dans le cadre africain. Donc avec le prisme féministe dans lequel j'étais, il y a des choses qui me plaisaient. Par exemple dans le fait de dire que voilà, en fait c'est la femme qui transmet l'héritage et en fait c'est la femme qui notamment même à une échelle étatique a le pouvoir parce que c'est elle qui permet au roi, que ce soit son mari, son fils, de pouvoir exercer le pouvoir. Et de l'autre côté, il y avait des choses qui me plaisaient beaucoup moins, notamment là, un exemple qui me vient, c'est que de manière générale, tout le monde sait que c'est la femme qui va généralement inspirer ou conseiller son mari, mais ça devait pas être dit. Et ça, dans mes revendications féministes, je dis mais comment ça se fait si on sait que c'est la femme, pourquoi on dit pas que c'est la femme? Il y avait aussi ce côté où la femme, elle a énormément de tâches en fait, elle a énormément de responsabilités et en tout cas dans ma perception des choses et dans ce que je comprenais de ce que je lisais, elle en avait plus que l'homme. Il y avait aussi des contradictions entre les sources que je consultais, mais en tout cas en étudiant le matriarcat, la conclusion à laquelle j'en suis venue, c'est que le matriarcat, ce n'est pas l'opposition du patriarcat, le direct opposé. Et la deuxième chose, c'est que le matriarcat n'est pas féministe. Parce qu'il y a toujours une répartition des tâches qui est bien précise. Il n'y a pas de l'homme peut faire la même chose que la femme. Non. Je pense que ce qui m'a permis de commencer à remettre en question le féminisme, c'est justement d'étudier en fait comment ça se passait de manière traditionnelle en Afrique et plus globalement chez les populations noires. Je pense que le fait d'avoir cette démarche vraiment de comprendre l'Afrique et de vouloir me reconnecter fait que cette information, pour moi, elle est beaucoup plus assimilable ou en tout cas j'ai plus une démarche, je pense, d'humilité qui fait que j'accepte l'information, je la comprends et aussi les sources que je consulte, elles sont très bien documentées, elles apportent des arguments qui me parlent et qui me font comprendre le fonctionnement. Et toujours dans ce cheminement de reconnexion à mon identité africaine, il y a aussi tout le volet spiritualité et il y a un sujet qui revient très rapidement quand on s'intéresse à la société et à la spiritualité, c'est ce qu'on appelle l'énergie féminine, l'énergie masculine. Et c'est ça qui m'a permis de comprendre énormément de choses, à la fois sur moi-même et sur la société de manière générale et sur le fonctionnement de la société. Je comprends que le fait qu'il y ait des tâches qui soient attribuées automatiquement à l'homme spécifiquement et à la femme aussi spécifiquement, ça répond en fait à des lois naturelles, ça répond à des lois spirituelles. Ce ne sont pas des choix arbitraires, ce ne sont pas des choix qui arrangent soit l'homme soit la femme en fonction du regard qu'on peut porter. C'est en fait respecter le rôle de chaque sexe en fonction de ses principes naturels. Il y a une loi très importante qui a servi de fondement notamment aux sociétés noires, c'est tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, tout ce qui est à l'extérieur et comme à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle le principe de correspondance. C'est comme ça qu'il a été nommé d'après les enseignements transmis par Djéouti, appelé aussi Hermès Trismégiste. Ce principe cosmique, il nous enseigne que ce sont toujours les mêmes lois qui régissent l'univers, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et rien que le fait d'observer quelque chose permet d'en ressortir des lois. La nature ne fait absolument rien par hasard. Tout a une fonction bien spécifique et c'est en respectant cette fonction naturelle qu'on assure une harmonie de manière générale. Si tu veux développer tes connaissances sur les principes et les rôles attribués à l'homme et à la femme et pourquoi, je te conseille de te procurer le guide Sacred Exchange Energy qui détaille tout ça et dans lequel tu vas vraiment pouvoir comprendre ce principe de correspondance où, ne serait-ce qu'en observant le corps d'une femme et le corps d'un homme, on ressort des principes qui vont être appliqués à toutes les échelles, à la fois dans le couple, dans la société et sur la terre entière. Je remonte au moment où je découvre tout ce qui est en lien avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, les différents principes et les rôles qui sont attribués à chaque sexe. Il y a une chose qui revient très souvent, c'est le fait que la femme, particulièrement la femme noire ou afrodescendante, est
très masculine. Et je me reconnais complètement dans cette problématique. Je comprends que je suis trop masculine et que ça impacte négativement ma vie de couple et mon épanouissement. Et je me rends compte surtout avec le travail pour Afro-Chronique que les tâches que j'ai vraiment pas envie de faire, en fait, c'est des tâches qui, de manière traditionnelle, étaient en fait attribuées à l'homme. Et donc là, pour Afro-Chronique, c'était trouver le moyen de monétiser mon travail et de faire en sorte que je gagne assez pour subvenir à mes besoins. Et ben ça, c'est un rôle qui est lié au principe masculin. L'homme, c'est le pourvoyeur et c'est pour ça que traditionnellement, dans la majorité des sociétés, la femme reste dans le foyer et l'homme part à l'extérieur pour subvenir aux besoins du foyer. Et ça, c'est typiquement le genre de choses que je considérais comme absolument absurde, qu'il n'y avait aucune raison que la femme ait plus tendance à rester dans le foyer que l'homme, parce que dans ma vision, s'occuper du foyer, en fait, c'était quelque chose qui était plutôt rabaissant. Sauf qu'en fait, cette règle, elle respecte juste un principe naturel, qui est que la femme porte la vie. Pendant qu'elle est enceinte, elle va pas travailler. C'est à l'homme d'aller à l'extérieur pour apporter tout ce dont a besoin sa femme et son futur enfant. Et ça s'arrête pas à la grossesse parce que après, il y a toute la phase de l'allaitement qui traditionnellement dure entre 2 et 3 ans si je ne me trompe pas. Et donc pendant toute cette phase-là, qu'on le veuille ou non, la femme a un rôle que l'homme ne peut pas assurer. Donc il est complètement logique et naturel que ce soit l'homme qui sorte du foyer pour apporter tous les besoins nécessaires à sa famille. J'apprends ces différents éléments-là, ça me parle et je comprends aussi les difficultés que je rencontre au quotidien, notamment dans mon travail. Et ce qui est intéressant, c'est que j'en discute avec d'autres femmes qui sont un peu dans la même démarche que moi, qui ont des entreprises ou qui ont plein de projets et qui me disent la même chose. En résumé, il y a de manière générale, et je me comprends dedans, un déséquilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Parce qu'on a tous ces deux énergies. La différence, c'est que, par exemple, moi, en tant que femme, c'est l'énergie féminine qui doit dominer pour que je sois véritablement en équilibre. Et les conseils qui sont généralement proposés par les femmes qui veulent aider les autres femmes à être plus féminines, c'est de faire du shopping, de se maquiller, de mettre du vernis ou encore de se réserver des moments pour prendre soin de nous. Et c'est là qu'on voit qu'il y a encore beaucoup de travail dans la compréhension de ce que c'est profondément que l'énergie féminine, parce que ça s'arrête à des choses très superficielles et en plus en utilisant des produits industriels qui nuisent à la santé. Autant dire que dans ces conseils, il n'y a pas grand chose qui va. Donc en plus de conseiller d'utiliser des produits avec des ingrédients qui sont nocifs pour la santé, il y a aussi cette idée de, en gros, en fait, être féminine, c'est finalement être superficiel. Parce que le maquillage, ça s'enlève, c'est fait pour cacher d'une certaine manière les défauts, mais les défauts, ils restent là. Pour ce qui est des habits, moi je suis la première à vouloir mettre des habits qui mettent en valeur. Mais là, ça ne fait que transférer une forme de féminité sur des objets extérieurs. Alors que d'abord, cette féminité-là, elle doit être incarnée et elle doit être vécue en soi. Toujours dans ce cheminement-là, je me souviens, j'étais en vacances au Tchad, quand je regarde une vidéo d'une femme qui est vraiment très ambitieuse, qui est quelqu'un de très charismatique, qui est entrepreneuse, etc. Malgré ce profil hyper businesswoman, qui plaît beaucoup à la société aujourd'hui. Dans cette vidéo, elle dit qu'elle est une femme soumise. Elle explique dans la vidéo sa définition de la soumission. Je te donne la mienne dans le guide sur la sexualité et je ressens un énorme soulagement. Ça me fait énormément de bien de l'entendre et de me dire qu'en fait, ce dont j'ai envie, c'est accepter déjà que je veux me reposer sur un homme, que j'ai besoin de me reposer sur un homme. Je me rends compte que j'ai en fait un gros problème de confiance envers l'homme, confiance en sa capacité à prendre les devants, à prendre les bonnes décisions et à assurer dans toutes circonstances. Parce que de manière générale, moi, les modèles que j'ai, c'est la femme qui entreprend, c'est la femme qui propose, c'est la femme qui organise. Et donc, j'ai suivi ce schéma-là en considérant inconsciemment qu'en fait, ne laisse pas l'homme le faire parce qu'il va pas gérer. Il y a tellement ce discours de la femme doit être autonome, la femme doit être indépendante, qu'en fait, sans m'en rendre compte, je me refusais d'admettre que oui, en tant que femme, j'ai besoin et j'ai envie d'être protégée par un homme et de suivre aussi un homme. Alors après, il y a la phase de reconnaissance et la phase d'application qui est pas évidente, mais ne serait-ce que de l'admettre, ça fait déjà beaucoup de bien.
Et c'est intéressant parce que ce genre de discours, il peut être critiqué un peu dans les deux sens. Il y a un sens qui va te dire mais c'est n'importe quoi, c'est patriarcal, comment tu peux vouloir attendre ça d'un homme, tu vas être complètement dépendante de lui, c'est pas normal. Et de l'autre côté, ça va être ah mais en gros t'es avec un homme que pour son argent. Si toi aussi t'as ces mêmes questionnements, je te renvoie encore une fois au guide de Sacred Exchange Energy et tu peux me dire en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo plus détaillée sur le sujet. Donc même si je finis par partager de manière générale la même vision, je constate quand même que la majorité des Noirs, en tout cas les Noirs que j'ai vus, qui parlent du sujet du féminisme, c'est très cliché. Moi-même, je suis très loin d'être une experte du féminisme, mais quand j'entends certaines personnes parler du féminisme, particulièrement du coup chez les Noirs, les traits sont tellement grossis que pour moi c'est complètement contre-productif en fait. J'ai l'impression qu'ils prêchent plus pour les convaincus qu'ils ne cherchent véritablement à faire évoluer la vision des personnes qui se considèrent encore comme féministes. Parce que quand ils parlent, la féministe c'est la folle de service, qui veut supprimer les hommes, etc. Alors oui, il y en a qui sont vraiment comme ça, mais je ne pense pas que ce soit la majorité. En tout cas, moi, j'étais pas dans ce cas-là quand je me considérais comme féministe, et je sais que ce genre de discours-là, ça braque plus qu'autre chose. Et ce qui me semble très important, c'est de reconnaître qu'il y a certains arguments qui sont du coup considérés comme féministes, qui sont en fait des faits. C'est un fait qu'il y a énormément de femmes célibataires qui ne peuvent pas compter sur le père de leurs enfants, particulièrement chez les Noirs. La femme doit assurer beaucoup de responsabilités dans son foyer et à l'extérieur, et il y a aussi une forme de violence qu'elles subissent. De mon point de vue et de ma propre expérience, ce n'est pas en écoutant quelqu'un dire que les féministes sont contre les hommes, etc., il faut arrêter d'être féministe, que j'ai arrêté d'être féministe. C'est en cherchant et en comprenant comment fonctionne la société africaine traditionnelle, ajouter à cela du coup à la spiritualité. Il y a quelque chose de très important que je dois dire. J'ai failli tomber dans le piège qui est que si la tradition dit qu'il faut faire comme ça, si les anciens ou les ancêtres faisaient comme ça, alors on doit faire de la même manière, il n'y a rien à remettre en question. C'est en m'installant au Bénin que j'ai fini par comprendre que la tradition, ce n'est pas un exemple à copier-coller sans aucune réflexion. Ça doit servir de modèle ou d'inspiration. Et après, c'est à chacun d'entre nous, et même le mieux, c'est de faire ça en groupe, d'essayer de comprendre pourquoi la tradition disait de faire les choses dans ce sens-là, et de s'assurer que c'est bien juste déjà, et qu'ensuite ce soit toujours adapté à la situation actuelle. Je donne un exemple par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes dans le mouvement Kamite, parce que c'est surtout dans le mouvement Kamite que j'ai appris tout ça, qui disent, voilà, oui, la femme, elle a énormément de responsabilités, elle travaille énormément, et c'est en ça justement qu'elle est valorisée. Donc du coup, on pourrait dire que traditionnellement, il est normal que la femme travaille beaucoup plus que l'homme. Sauf que la question que je ne me suis pas posée pendant très longtemps, c'est pourquoi est-ce qu'elle travaille véritablement plus que l'homme, et surtout depuis quand? Et par rapport à ça particulièrement, on sait quand même que l'Afrique a vécu au moins 1500 ans d'esclavage, avec des déportations, des captures, etc. Et que la majorité des personnes qui étaient capturées et mises en esclavage étaient des hommes. Et donc pendant 1500 ans, il y a des millions et des millions d'hommes qui ont été arrachés à leur famille et à leur nation. Donc forcément, les femmes ont dû compenser et ont dû prendre le travail que faisaient les hommes originellement parce qu'ils étaient plus là. Ou ils étaient beaucoup moins nombreux. Dans tous les cas, il fallait compenser. J'ai pas de réponse arrêtée sur la question. En tout cas, aujourd'hui, ça me semble évident que si les femmes africaines ont autant de responsabilités et de tâches à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, c'est qu'à un moment, il y a eu un déficit énorme d'hommes. Et étant donné que la réalité n'est plus la même aujourd'hui, il est nécessaire de faire un rééquilibrage et de redonner à l'homme son rôle et ses responsabilités. Pour ça, il faut déjà savoir quels sont ses rôles. Et de mon expérience, le plus efficace, c'est de se tourner vers des personnes ou des structures qui initient les individus à devenir un homme ou une femme équilibré, responsable, libre et qui contribue à toutes les échelles à apporter plus d'harmonie, plus d'ordre et plus de justice. Parce que finalement, c'est surtout parce que l'homme et la femme ne savent plus leur rôle et le rôle de l'autre qu'il y a toutes ces frustrations. Et c'est à cause de ces frustrations-là que certaines femmes choisissent comme solution le féminisme qui dit que voilà, c'est de la faute du patriarcat si on en est là aujourd'hui, c'est la faute de l'homme et de son comportement, s'il y a la violence, s'il y a des injustices, etc. Sauf que ce qu'on ignore, et ce que j'ai ignoré pendant très longtemps, c'est que le féminisme a contribué et a favorisé
ce comportement. Je t'ai dit que je suis sortie du mouvement féminisme parce que ça ne correspondait plus à ma vision des choses. Mais ça ne s'arrête pas seulement au fait que je ne partage plus ces idées. C'est que aujourd'hui, j'ai compris qu'il y avait un vrai problème. Comme je te l'ai dit au début, pour moi, la définition du féminisme, c'était le fait de reconnaître que l'homme et la femme sont égaux. Sauf qu'en fait, c'est faux. Pour mieux appuyer mes propos, je te lis la définition du féminisme selon l'organisation Oser le féminisme. Pour oser le féminisme, nous vivons dans un système qui fait d'une différence de sexe biologique une différence qui serait fondamentale, qui ordonnerait nos sociétés. Il crée deux genres, le masculin et le féminin, qui se superposent en deux sexes. À chaque genre est attribué des qualités et des compétences, des goûts et des aptitudes. J'ai lu aussi sur la page Wikipédia une phrase qui me paraît très importante. La notion de genre entend dénaturaliser les rapports entre les sexes. Donc comme tu le vois dans ces deux sources, il y a la notion de refus de la nature, refus de ce qui est, refus que des différences biologiques impliquent des différences physiques, mentales, spirituelles. Or, ces différences-là, elles sont essentielles. Sinon, il n'y aurait pas deux sexes distincts. Mais aujourd'hui, il y a un refus et même un mépris d'une condition naturelle qui est d'être née soit femelle, soit mâle. Par exemple, dire qu'une femme est née et elle est constituée pour porter la vie, ça devient une insulte ou ça devient réducteur. Parlons juste des hormones. Un homme crée majoritairement une hormone masculine qui est la testostérone. Cette testostérone-là, elle n'a pas qu'un impact physique, elle impacte aussi des pensées, des comportements, etc. Et c'est pareil pour les hormones féminines. Et même si on ne prend pas une hormone sexuelle, elle ne va pas être déclenchée de la même manière si c'est chez un homme et chez une femme. Par exemple, l'ocytocine, qui est surnommée l'hormone de l'amour, ne va pas être produite dans les mêmes circonstances chez l'homme et chez la femme. Mais là, le peu que je viens de te dire, qui pourtant est observable par n'importe qui, eh bien, il y en a beaucoup qui vont dire non, ce que je dis, c'est sexiste. Et c'est là qu'on en arrive à un autre problème, c'est l'inversion des rôles. De manière générale, tu me diras si c'est ton cas, on a tendance à être très critique ou ne serait-ce qu'à être mal à l'aise de voir une femme qui va servir son mari, qui va décider d'être femme au foyer et de dédier sa vie à sa famille. Mais on valorise énormément la femme ambitieuse, entrepreneuse, celle qui dirige, la chef d'entreprise, etc. Un des moyens les plus simples de se rendre compte, c'est de regarder l'industrie de la musique et du cinéma. On voit que c'est vraiment ce genre de profil qui est mis en avant aujourd'hui. Et à l'inverse, le profil de l'homme ambitieux, charismatique, le chef d'entreprise qui dirige a souvent une connotation négative, alors que l'homme qui s'occupe de son foyer, qui participe aux tâches ménagères, qui s'occupe des enfants, etc., est très valorisé. J'ai mis du temps à me rendre compte que le rôle naturel, biologique de la femme, qui est de porter la vie et de la faire perdurer par l'allaitement, il est énormément freiné, si ce n'est bloqué par le système actuel. En France, la mère doit reprendre le travail quand son bébé a 2 mois. Donc l'État a mis en place la crèche, la maternelle. L'industrie alimentaire s'est chargée de créer des substituts de lait maternel à partir de lait d'animal. Aujourd'hui, au moins à partir de ma génération, de manière générale, il est mal vu de vouloir ou d'être femme au foyer. Enfin, je veux dire, c'est même pas envisageable en fait. Moi, je sais que pendant très longtemps, pour moi, la femme au foyer, c'était la femme qui est à la merci de son mari, qui n'a absolument aucune reconnaissance, qui ne vit que pour sa famille et qui n'a aucun lien social à l'extérieur. Et c'est là d'ailleurs qu'on voit l'ironie, parce que ce sont les mêmes individus, hommes comme femmes, qui prônent le droit des femmes à vivre la vie qu'elles veulent, qui vont critiquer le choix de certaines femmes à vouloir se dédier à leur foyer. Et l'argument qui va être avancé, c'est le conditionnement social. Alors que si on prend ne serait-ce qu'un petit peu de recul sur la société et qu'on l'observe dans tous les différents domaines, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, en tout cas, on est beaucoup plus conditionné ne serait-ce qu'à avoir des idées féministes que l'inverse. Bien sûr, il y a le cinéma et la musique, comme je te l'ai déjà dit, mais il y a aussi les médias et les politiques de manière générale. La mère n'a plus besoin de garder ses enfants car il y a des crèches, plus besoin d'allaiter son bébé parce qu'il y a du lait de vache, plus besoin d'un père pour ses enfants car elle reçoit des aides en tant que mère célibataire. Attention, je dis pas qu'il faut pas soutenir les mères célibataires, ou les pères célibataires d'ailleurs. Ce que je t'explique là, c'est la réflexion que j'ai eue quand j'ai réuni tous ces différents éléments
Et je me suis rendu compte qu'en fait, en les prenant tous ensemble, on se rend compte qu'ils vont tous dans la même direction. Qu'on le veuille le voir ou pas, cette direction, elle conduit à une dislocation du couple, de la famille et donc de la société tout entière. Et cette dislocation, elle intéresse particulièrement une catégorie spécifique de la population. Can you be specific about when you met Rockefeller, how it happened in these discussions? I met Rockefeller through a female attorney I knew who called me up one day and said, one of the Rockefellers would like to meet you. I had made a video called Mad as Hell, and he'd seen the video and wanted to meet me and knew I was running for governor of Nevada. So sure, I'd love to meet him. And I met him and I liked him, and he was a very, very smart man. And we used to talk and share ideas and thoughts. He was at the house one night, and he would talk, and he started laughing. He said, Aaron, what do you think women's liberation was about? And I said, I had pretty conventional thinking about it at that point. I said, I think it's about women having the right to work, getting equal pay with men, just like they won the right to vote, you know? And he started to laugh. He said, you're an idiot. And I said, why am I an idiot? He said, let me tell you what that was about. We, the Rockefellers, funded that. We funded women's lib, you know? And we're the ones who got all over the newspapers and television, the Rockefeller Foundation. He says, and you want to know why? He says, there were two primary reasons. And they were, one reason was we couldn't tax half the population before women's lib. And the second reason was, now we get the kids in school at an early age. We can indoctrinate the kids how to think. It breaks up their family. The kids start looking at the state as the family, as the school, as the officials, as their family, not as the parents teaching them. And so those are the two primary reasons for women's lib, which I thought up to that point was a noble thing. You know, when I saw their intentions behind it, where they were coming from when they created it, the thought of it, I saw the evil behind what I thought was a noble venture. Ces extraits sont tirés d'une interview du cinéaste Aaron Russo, qui a dévoilé énormément de scandales à l'échelle étatique et mondiale. Dans cette partie, il parle de ses échanges avec Nick Rockefeller, un nom que l'on retrouvera à de très nombreuses reprises dans toutes les prochaines histoires que je vais te raconter. Comme tu l'as entendu, Nick Rockefeller aurait expliqué que sa famille a financé le mouvement dit de libération des femmes pour qu'elles puissent rentrer sur le marché du travail. La première raison, c'est pour qu'elles puissent payer des impôts, et la deuxième, c'est qu'elles ne puissent plus s'occuper de leurs enfants, qui sont donc scolarisés très tôt, c'est-à-dire mis à la disposition du système dès leur plus jeune âge. La famille Rockefeller est une organisation privée, mais une institution publique très connue et qu'on va retrouver aussi à de nombreuses reprises, a également financé le féminisme. Et ce matin, lettre à une légende américaine. Chère Gloria Steinem, aujourd'hui vous fêtez vos 88 ans et presque autant de combats pour les droits des femmes de l'autre côté de l'océan. En 1969, vous écrivez un texte devenu culte, après le Black Power, la libération des femmes, traduit et publié depuis quelques jours en français aux éditions du Portrait. Pour vous, le sexisme est un racisme. Les luttes des Noirs et des droits des femmes doivent créer des alliances pour monter en puissance. Vous créez en 1971 Mrs. Magazine avec la militante noire Dorothy Pitman Hughes. Ouvertement féministe, le premier numéro se vend à 300 000 exemplaires. Convaincu que si les hommes pouvaient tomber enceintes, l'avortement serait un sacrement, vous y signez une tribune avec 50 autres femmes et célébrités qui déclarent avoir avorté et contribué à arracher cette liberté. Aaron, did you know that Gloria Steinem, in one of her own books, now admits the CIA funded Miss Magazine? No, I had no idea about that. No, I never heard that. Yeah, we're going to... CIA funded Miss Magazine? Funded Miss Magazine with the stated goal of taxing women and breaking up the family. No kidding. I never heard that. Well, Nick told me. I mean, I know it, but not because I know the CIA was involved in it. Well, Gloria Steinem was proud of it. Oh, the CIA wanted to help women. No kidding. So they funded it, yeah. And of course, it's divide and conquer. Right, and of course. What they do is they focus in, obviously, on real problems. Women were getting shafted in many ways, but the elite wasn't planning to help them. They were planning to really shaft them and take men away from them. Look at what they did with black families. You only had about 10% illegitimacy 50 years ago in black communities, and now it's over 90%. And look at welfare. We're going to give you some money, but you can't have a man in the house.
Right. And so that was further to degrade the family. Family. Cette fois-ci, c'est le journaliste qui interviewe Aaron Russo qui révèle que les Rockefeller ne sont pas les seuls à avoir trouvé leur intérêt dans le féminisme. La CIA a financé des initiatives et des figures féministes à partir des années 50-60. Cette période correspond à une phase particulière du féminisme, la deuxième vague. L'histoire du féminisme a en effet été divisée en 3 vagues. Au début du XXIe siècle, la première vague se concentre sur l'obtention d'une égalité civique comme le droit de vote ou encore la reconnaissance des femmes comme personnes à part entière. La deuxième vague apparaît à la fin des années 1960 et avec elle émerge le terme sexisme et une redéfinition du patriarcat comme un système général d'oppression masculine. Au cours des débats, un mot surgit outre-Atlantique, le gender. Il impose l'idée que le sexe n'est pas un fait de nature brute. C'est une construction culturelle qui peut être modifiée. Le féminisme doit déconstruire tout ce qui, dans l'idéologie, fait obstacle à l'égalité entre les femmes et les hommes. La troisième vague commence dans les années 1980 et s'étend jusqu'à nos jours. Elle veut intégrer cette fois-ci, je cite, la diversité au sein du féminisme, jusque-là considérée comme étant monopolisée et pensée par des femmes blanches, hétérosexuelles et aisées. C'est donc à partir de la deuxième vague qu'émerge véritablement le refus que l'homme et la femme auraient des rôles et des responsabilités spécifiques parce qu'ils sont biologiquement hommes et femmes et donc qu'un processus de dislocation de la famille est enclenché. On regarde maintenant l'évolution des données du gouvernement américain sur la famille en fonction de la race. En 1970, c'est-à-dire au début de la deuxième vague, 29,5% des enfants africains-américains vivent seulement avec leur mère, contre 7,8% pour les enfants blancs des États-Unis. En 1983, au début de la troisième vague, le pourcentage atteint 51,1% pour les enfants noirs et 15% pour les enfants blancs. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, mais on peut voir une corrélation entre ces chiffres et la montée d'un féminisme qui s'oppose à l'oppression masculine et au rôle attribué à l'homme. En moins de 20 ans, la figure paternelle disparaît pour la moitié des enfants noirs. Mais les objectifs de la deuxième vague féministe ne se limitent pas à la déconstruction du rôle de la femme et de l'homme. Un autre volet très important, si ce n'est même le plus important, est défendu à partir de cette période, la liberté sexuelle et particulièrement celle de la femme. Mais cette liberté est contrainte par une capacité que la nature a donnée seulement à la femme, porter un bébé. Une nouvelle revendication devient le cœur du féminisme, le choix de procréer. La deuxième vague féministe, qui se forme au cours des années 1960, révèle une profonde mutation des mœurs et des représentations. L'objectif principal est désormais la maîtrise du corps fécond. Les femmes souhaitent limiter les naissances. Pour faire abolir les lois qui entravent le recours à la contraception et pour combattre l'avortement clandestin, quelques pionnières fondent l'association Maternité Heureuse, qui devient au début des années 1960 le mouvement français pour le planning familial, MFPF. Je pense qu'en Occident, en tout cas, nous connaissons tous le planning familial qui est considéré comme une avancée majeure pour le droit des femmes. Mais il y a une chose que nous connaissons moins, l'origine du planning familial. Cette association est en effet directement importée des États-Unis et de leur Planned Parenthood. Cette organisation a été créée en 1921 par Margaret Sanger, généralement présentée comme une féministe de la première heure, pour avoir lutté pour le droit des femmes à disposer de leur corps, pour la légalisation et le développement de la contraception et de l'avortement. Mais ça, c'est la version officielle, validée et applaudie. La vérité, elle, est tout autre. Les archives du magazine et des lettres de Margaret Sanger notamment dévoilent l'obsession et le véritable moteur de sa lutte, la réduction de la population, mais de pas n'importe laquelle. En tant que défenseur du contrôle des naissances, je souhaite profiter de l'occasion actuelle pour souligner que le déséquilibre entre le taux de natalité des inaptes et des aptes, reconnu comme la plus grande menace actuelle pour la civilisation, ne pourra jamais être rectifié par l'instauration d'une compétition des berceaux entre ces deux classes. Il faut savoir que les termes inaptes ou encore faibles d'esprit sont des codes pour désigner une population bien particulière. L'utilisation de ce code permet de rendre le discours plus acceptable aux yeux de la société. Pourquoi ? Je cite Margaret Sanger dans une lettre écrite en 1939. « Nous ne voulons pas que l'on dise que nous voulons exterminer la population noire et le pasteur peut redresser cette idée si elle vient à l'esprit de l'un de leurs membres les plus rebelles. » Nous entrons désormais dans une réalité ignorée de tous. Ce n'est pas un nouveau monde que nous découvrons,
mais une de ses facettes, détournée de nos regards par des marionnettes divertissantes, permettant à ceux qui contrôlent les marionnettistes d'opérer en secret. Ces maîtres de l'ombre se cachent aujourd'hui à peine, affichant une confiance effrontée en notre aveuglement, notre inertie et notre ignorance. Je t'invite donc à un voyage à la recherche de révélations bouleversantes que je vais te partager au fil de mes découvertes, dans le but de reconstituer les pièces du puzzle. De la France au Brésil, des États-Unis au Nigeria, de l'Éthiopie à l'Australie, je pars en quête d'une vérité dissimulée. Nos sociétés hébergent en secret des projets effroyables, minutieusement orchestrés et financés par des organisations privées et publiques connues de tous. Ces forces n'hésitent pas à déployer un arsenal complet et sophistiqué, une véritable machine de guerre pour viser et frapper un groupe bien précis, les cibles noires. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à cette campagne de mobilisation pour la souveraineté et l'innovation vaccinale dénommée Lancement de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins. Entre les années 70 et les années 90, des centaines de tonnes d'un pesticide ultra toxique sont déversées sur les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique. En Australie, les aborigènes représentent moins de 2,5% des habitants, mais un quart de la population carcérale. Hundreds of thousands of our girls and women aged between 14 and 49 will not have children because of the state-sponsored sterilization that was sold in the country as tetanus vaccination. En Europe, on tue des juifs parce qu'ils sont juifs, et en Israël, on tue des juifs parce qu'ils sont noirs. En tout, 48 femmes sud-africaines stérilisées de force dans les hôpitaux publics. Les premiers cas remontent à 2002, il ne s'agit que de femmes noires. Salaire, retraite, prestations sociales, les aborigènes ne peuvent plus utiliser leur argent comme ils l'entendent. Je veux qu'on prenne mon enfant que provisoirement, c'est ce que je veux. C'est pas possible, il faut qu'elles arrivent à comprendre que ça c'est pas possible. My first thought was Africa. How in the world are they going to deal with this? Bienvenue dans la première saison de Dossiers sensibles où je vais m'atteler à découvrir et à te révéler le génocide invisible des Noirs.